La piste aérienne de Belbek en Crimée annexée par la Russie, où se trouve également le siège de la flotte russe en mer Noire, a été frappée par l'Ukraine ce matin. Environ 10 missiles ATACMS ont été lancés sur la péninsule annexée dans une attaque massive. Moscou a été forcé de reconnaître l'attaque, mais a déclaré qu'elle avait été repoussée. Malgré les affirmations de Moscou, des sources ukrainiennes ont parlé d'un grand incendie à l'aéroport de Belbek après l'attaque de missiles. Des dommages à la piste ont été signalés. Les habitants locaux ont également signalé des incendies sur la base. Les autorités locales de Sébastopol ont déclaré qu'elles faisaient des efforts pour repousser une attaque de l'Ukraine. Elles ont dit que, selon des rapports préliminaires, la défense aérienne avait abattu plusieurs obus au-dessus de la mer et près de l'aéroport de Belbek. Tous les services de la ville sont en état d'alerte élevée. Les membres des équipes d'urgence de Sébastopol ont éteint l'incendie causé par la chute des fragments d'obus près du village de Polushko, ont déclaré les responsables. Pendant ce temps, Kiev continue de frapper d'autres endroits en Russie. Une attaque ukrainienne présumée a détruit une station d'énergie qui alimentait une usine du service secret FSB un jour plus tôt. L'usine produisait des équipements de communication et de sécurité sophistiqués utilisés pour l'armée russe. Les raffineries et les dépôts de pétrole du pays ont également été ciblés. Vladimir Poutine a dévoilé le dernier missile balistique intercontinental de son arsenal nucléaire appelé le Sceptre, qui peut être lancé depuis des sous-marins. Le missile menaçant de 12 mètres de long a une portée de 8000 km et peut transporter jusqu'à 10 ogives nucléaires individuelles, conçues pour frapper plusieurs cibles. Une nouvelle vidéo publiée par l'armée russe montre le missile, appelé Bulava en russe, en action, pour la première fois lors des récents exercices ordonnés par Poutine. La vidéo montre une énorme explosion émergeant de sous la surface de l'eau et un missile s'élevant dans le ciel en laissant derrière lui des nuages de fumée. Il se déplace à une vitesse extraordinaire à travers le ciel avant de disparaître dans les nuages. Les exercices nucléaires de la Russie ont été précédemment vus comme un avertissement strict à l'Occident et à l'OTAN de faire attention, car le conflit semble s'intensifier et il existe un risque de confrontation majeure. Le RSM-56 Bulava est considéré par le Kremlin comme une pièce essentielle de ses armes dans sa triade nucléaire. Les responsables de la marine de la flotte du Nord et de la flotte du Pacifique ont impliqué cette sous-marin de classe Borei dans les exercices. On dit que 16 missiles Bulava sont transportés par les sous-marins, dont certains ont déjà été testés. Il y a seulement quelques semaines, Poutine a ordonné des tests tactiques d'armes nucléaires tandis que la Russie a directement averti l'Occident d'une catastrophe mondiale. La Russie possède le plus grand nombre d'armes nucléaires au monde avec près de 6000 de ces armes. Seuls les États-Unis s'approchent de l'arsenal de Poutine, tandis que la plupart des autres puissances ne possèdent pas plus de 400 armes nucléaires. Malgré les avertissements concernant la suspension de l'aide militaire à l'État hébreu en l'absence d'un plan clair pour la protection des civils à Rafah, le président américain Joe Biden a informé les législateurs américains qu'il enverrait à Israël un nouveau paquet de plus d'$1 milliard en armes et munitions. C'est le premier envoi d'armes pour Israël annoncé par Washington depuis que Biden a gelé au début du mois un transfert d'armes comprenant environ 3500 bombes. L'argument avancé par son administration pour l'arrêt du transfert précédent était précisément que l'État hébreu n'utilise pas les bombes dans l'offensive très médiatisée dans la ville frontalière, où en raison du conflit, une grande partie de la population a été déplacée, notamment depuis le nord du territoire. Les assistants des législateurs ont parlé sous condition d'anonymat concernant le transfert d'armes. Le paquet en cours d'envoi comprend des munitions de chars d'une valeur de $700 millions, $500 millions en véhicules tactiques et des obus de mortier d'une valeur de $60 millions, ont déclaré les assistants. Il n'y a aucune indication sur la date d'envoi des armes, tandis qu'Israël continue de lutter contre le Hamas à Gaza depuis 7 mois. Le journal Wall Street Journal a été le premier à rapporter le paquet en question. Les républicains de la Chambre des représentants ont vivement critiqué la décision de la semaine dernière du président Biden de geler l'envoi d'armes à Israël, arguant que cela signifiait abandonner l'allié le plus proche des États-Unis au Moyen-Orient. La Maison-Blanche a déclaré mardi que le président Biden opposerait son veto au projet de loi s'il était approuvé par le Congrès. Le projet de loi n'a pratiquement aucune chance d'être adopté au Sénat contrôlé par les démocrates. Cependant, les démocrates de la Chambre des représentants sont divisés sur cette question. Environ 20 législateurs ont signé une lettre adressée à l'administration du président Biden concernant l'inquiétude sur le message envoyé par la décision du président de geler l'aide militaire à Israël.
Antony Blinken a déclaré que les États-Unis restent profondément préoccupés par le soutien de la Chine à la base de défense industrielle de la Russie. Le secrétaire d'État américain a déclaré lors d'une conférence de presse à Kiev que la Chine s'était jusqu'à présent abstenue de fournir des armes à la Russie, mais qu'elle continuerait à sanctionner toute entreprise impliquée dans le soutien à Moscou. Cela survient un jour avant la visite de Vladimir Poutine à Pékin, où il souhaite montrer qu'il est soutenu par son partenaire politique le plus puissant, le président chinois Xi Jinping. La visite de 2 jours de M. Poutine devrait mettre en évidence le partenariat sans limite vanté entre les deux dirigeants, en défi des pressions des États-Unis concernant l'invasion de l'Ukraine. À la fin du mois dernier, M. Blinken était en Chine où il a mis en garde le diplomate en chef Wang Yi contre le renforcement du soutien militaire à la Russie. Le gouvernement slovaque tient actuellement une conférence de presse sur l'attentat contre Robert Fico. Le ministre de la Défense du pays, Robert Kaliňák, déclare que l'état de M. Fico est extraordinairement grave et qu'il est encore en cours de chirurgie. Il dit que le Premier ministre a subi un traumatisme grave et après que plusieurs coups de feu ont été tirés. Sa santé est vraiment grave, cette situation est mauvaise, dit-il. M. Kaliňák remercie les secouristes qui ont aidé M. Fico. Le ministre de l'Intérieur du pays, Matus Suta-Gestok, prend également la parole lors de la conférence, affirmant que les informations préliminaires y indiquent clairement d'une motivation politique. M. Fico a été touché par 5 balles, dit-il, et confirme que son état est critique. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son armée de mener des exercices nucléaires après ce que Moscou a qualifié de menace de la part de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Le ministère russe de la Défense a déclaré que l'exercice s'étendra au district militaire sud et que l'aviation et la marine y participeront. Le district sud, basé à Rostov-sur-le-Don, est très proche de l'Ukraine et comprend les parties de l'Ukraine contrôlées par la Russie. La Biélorussie participera également. Le ministère russe des Affaires étrangères a lié les exercices à ce qu'il a appelé des déclarations menaçantes de la part des responsables occidentaux, qu'il considère comme une menace pour la sécurité de la Russie. Le ministère a notamment mentionné le président français Emmanuel Macron, le secrétaire aux Affaires étrangères britannique David Cameron et l'envoi en Ukraine des systèmes de missiles tactiques de l'armée américaine, ATACMS. Macron a proposé l'idée d'envoyer des troupes européennes pour combattre la Russie en Ukraine, tandis que Cameron a déclaré que l'Ukraine avait le droit d'utiliser les armes fournies par Londres pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. Toutes les puissances nucléaires mènent des exercices nucléaires de routine, mais il est extrêmement rare de lier explicitement de tels exercices à une guerre actuelle, comme le fait la Russie. Les ogives seront sortis des entrepôts et transportés à un endroit spécifique où les soldats s'entraîneront à les charger sur des avions ou à les placer sur des missiles. La Russie dispose de nombreux systèmes d'armes capables de transporter une ogive nucléaire tactique, ce qui signifie une arme nucléaire conçue pour une utilisation sur le champ de bataille, et non une arme qui pourrait rayer des villes entières de la carte. Les États-Unis et leurs alliés ont déclaré qu'ils surveilleraient de près ces exercices qui pourraient inclure les missiles Iskander, Kinzhal, Calibre ou Novator 9 M729, et peut-être même des bombes larguées d'en haut. L'homme qui a commis une attaque armée contre le Premier ministre slovaque, Robert Fico, est soupçonné d'être l'écrivain de 71 ans, Juraj Cintula. Une source policière a confirmé cette information au portail slovakstandard.sk. Robert, viens ici, aurait déclaré l'homme de 71 ans avant de blesser le Premier ministre. Cintula est le fondateur du club littéraire DUA et membre de l'Association des écrivains slovaques. Rappelons que Fico a été abattu après une réunion du gouvernement à Orlova, à environ 150 km au nord-est de Bratislava. L'attentat a eu lieu lorsque le chef du gouvernement slovaque est allé rencontrer des partisans rassemblés devant la Maison de la Culture. Selon les informations slovaques, le Premier ministre a été touché par plusieurs balles à la poitrine et à l'abdomen. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital et le gouvernement slovaque indique que la vie de Fico est en danger. Le premier ministre populiste pro-russe de la Slovaquie, Robert Fico, a été blessé par balle et transporté à l'hôpital, a confirmé le président du pays. Selon le média Denik, M. Fico a été abattu devant la Maison de la Culture où se tenait une réunion du gouvernement. M. Fico parlait aux gens devant le bâtiment lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés, le faisant tomber au sol, selon les rapports.
4 coups de feu ont été tirés et l'un a atteint M. Fico, a déclaré le diffuseur d'État. L'assassin présumé a été maîtrisé et est détenu par la police, qui a bouclé la zone. Le président de la Slovaquie, Zuzana Čaputová, a publié une déclaration condamnant l'attaque brutale et souhaitant un prompt rétablissement au Premier ministre. Un témoin de Reuters a dit avoir entendu plusieurs coups de feu et avoir vu un homme être arrêté par la police. La Géorgie a été avertie par les États-Unis de ne pas devenir une adversaire de l'Occident en se réalignant avec Moscou. Le sous-secrétaire d'État de Washington, Jim O'Brien, a déclaré que l'adoption du projet de loi sur les bajans étrangers par le Parlement géorgien pourrait être un autre tournant dans l'histoire de l'ex-État soviétique. O'Brien a déclaré que des milliards de dollars avaient été dépensés par les États-Unis pour reconstruire la Géorgie après la chute de l'Union soviétique et que des centaines de millions supplémentaires prévus pour l'économie et l'armée seraient retirés si elle s'alignait avec la Russie. Un tout doit être examiné si nous sommes maintenant considérés comme un adversaire et non comme un partenaire, a déclaré O'Brien aux journalistes. Selon la législation, les médias ou les groupes de la société civile en Géorgie qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger devront s'enregistrer en tant qu'organisation servant les intérêts d'une puissance étrangère. Le département d'État américain a qualifié le projet de loi de inspiré par le Kremlin. O'Brien a déclaré que la relation stratégique avec la Géorgie était mise en danger par la nouvelle loi et par l'augmentation de la rhétorique anti-occidentale. O'Brien a averti que les États-Unis étaient prêts à sanctionner les ministres et les responsables gouvernementaux géorgiens pour la crise en cours. L'Ukraine prévoit aujourd'hui d'enregistrer des importations d'électricité records après des dommages importants à son infrastructure énergétique causés par de récentes frappes russes. Le ministère de l'Énergie a déclaré que les importations devraient augmenter à 23 692 MWh, MWh, contre 21 072 MWh mardi et 19 484 MWh lundi. Les fournitures d'urgence viendront de Pologne, de Roumanie et de Slovaquie, ainsi que de l'aide d'urgence, a déclaré le ministère. Il a averti qu'il pourrait encore y avoir des pénuries d'électricité ce soir. L'opérateur national du réseau électrique ukrainien a déclaré que les volumes d'importation seraient proches du maximum que le pays est techniquement capable de recevoir de l'UE. Les attaques de missiles et de drones russes ont causé plus de 1 milliard de dollars, 792 millions de livres sterling, de dommages au secteur énergétique de l'Ukraine et une perte de 8000 MWh de capacité de production, a précédemment déclaré le ministre de l'Énergie, German Galushchenko. De nombreuses régions connaissent des coupures de courant en conséquence. L'armée ukrainienne a déclaré mardi que ses forces s'étaient retirées dans de nouvelles positions dans 2 zones de la région nord-est de Kharkiv, où Moscou a lancé une offensive féroce et a averti d'une augmentation des forces russes au nord, près de la région de Soumy. Une attaque transfrontalière sur un nouveau front dans la région de Soumy est susceptible de compliquer encore plus la tâche des défenseurs de Kiev, car l'incursion russe dans la région de Kharkiv a ouvert un nouveau front, obligeant l'Ukraine à envoyer rapidement des renforts. La Russie est entrée dans le nord de la région de Kharkiv et a déclaré mardi avoir pris un 10e village frontalier, Buruvatka. Le chef de la police à Vovchansk, une ville située à 5 km de la frontière, qui a été l'objectif d'une des principales frappes russes, a rapporté des échanges de tirs au nord de la ville. Dans certains secteurs de la zone de Lukiantsy et Vovchansk, les unités se sont déplacées vers des positions plus favorables en raison du feu ennemi et de l'action surprise, pour préserver la vie de nos militaires et éviter les pertes, a déclaré l'état-major général dans une déclaration tard mardi. Le gouverneur régional Oleh Sinubov a déclaré que 2 personnes avaient été tuées par les bombardements là-bas. Plus de 7500 personnes de Vovchansk et des zones frontalières voisines ont été évacuées. En plus de la destruction et de l'impact sur le moral ukrainien dans la 2e plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, l'offensive est également une distraction pour les opérations défensives de Kiev à l'est, où la Russie a concentré son attaque pendant des mois. Le chef du renseignement militaire Kirilo Budanov a déclaré que Moscou avait déjà engagé toutes les troupes qu'elle avait dans les zones frontalières pour l'opération à Kharkiv, mais qu'il s'attendait à ce que d'autres forces de réserve soient utilisées dans les jours à venir. Les hauts responsables ukrainiens disent qu'ils ne croient pas que la Russie ait suffisamment de troupes pour occuper la ville de Kharkiv. Les généraux ukrainiens ont averti qu'il manquait de réserves pour stopper l'attaque dévastatrice de la Russie à Kharkiv.
Cela survient alors que Vladimir Poutine rassemble plus d'un demi-million de troupes sur la ligne de front dans une tentative de vaincre les forces ukrainiennes. L'armée ukrainienne a admis qu'elle peinait à freiner l'avancée dans le nord-est du pays. Le général Kirilo Budanov, chef du renseignement militaire de Kiev, a déclaré « Nous avons utilisé tout ce que nous avions à notre disposition. Malheureusement, nous n'avons plus de réserve. » Les troupes de Poutine ont capturé plusieurs kilomètres de terrain dans leurs avancées les plus rapides depuis des mois. Le Blitz, qui est censé être la première phase de l'offensive estivale de la Russie, est conçu pour épuiser les défenseurs ukrainiens. Kiev a déclaré que l'avancée russe semblait s'être arrêtée la nuit précédente, mais face à la force de 500 000 troupes de Poutine, elle a averti que cela pourrait changer rapidement. Les experts militaires disent que si l'Ukraine ne parvient pas à rassembler plus de troupes, ces perspectives sont sombres car la Russie a une supériorité numérique considérable. Les pays alliés devront peut-être reconstituer les réserves. L'Ukraine ne peut pas frapper les forces russes qui se rassemblent juste au-delà de la frontière, car les États-Unis lui ont interdit d'utiliser ces armes comme les roquettes HIMARS sur le territoire ennemi. Et les experts croient que cela a permis aux Russes de se regrouper librement. Les armes américaines sont les seules qui peuvent briser les forces russes, mais elles viennent à peine d'arriver sur la ligne de front. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rencontré à Kiev le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, qui a promis que la Russie serait obligée de payer pour la reconstruction de son pays. Vladimir Poutine a déclaré que les troupes russes en Ukraine améliorent leur position dans toutes les directions chaque jour, et que l'offensive militaire de Moscou dans le pays se déroule comme prévu. Les commentaires du leader russe interviennent quelques instants après que l'armée ukrainienne ait affirmé avoir partiellement repoussé les forces russes dans la ville de Vovchansk, dans la région de Kharkiv. Moscou a commencé une offensive pressante sur la région de Kharkiv vendredi après des semaines de spéculations selon lesquelles la Russie se préparait à établir une nouvelle ligne de front là-bas. Les villes de Vovchansk et Liptsi semblent être le centre de l'offensive, cette dernière pouvant offrir à la Russie une opportunité de soumettre Kharkiv à un barrage d'artillerie si elle est capturée. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie a déclaré que Moscou détruirait tout l'équipement militaire américain fourni à l'Ukraine. Les commentaires de Maria Zakharova arrivent après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken ait dit aux dirigeants ukrainiens à Kiev que malgré un retard d'un mois, plus d'armes américaines arrivaient et que certaines étaient déjà arrivées. Le paquet d'aide des États-Unis prévoit 61 milliards de dollars, 48,1 milliards de livres sterling, pour l'Ukraine, dont une grande partie servira à reconstituer les systèmes d'artillerie et de défense aérienne gravement épuisés. Madame Zakharova a également critiqué les tentatives de l'Occident d'utiliser les avoirs russes gelés pour bénéficier à l'Ukraine. Elle a déclaré que cela serait en violation de la loi russe et risquerait de saper le système financier international. Si les actifs russes aux États-Unis étaient saisis, cela pourrait signifier une autre assistance de 5 milliards de dollars, 3,9 milliards de livres sterling, pour l'Ukraine, provenant des réserves de la Banque centrale russe. Cependant, il est peu probable que les États-Unis saisissent les actifs sans l'accord des autres membres du G7 et de l'Union européenne. Le président Volodymyr Zelensky a annulé un voyage en Espagne et au Portugal, certains médias rapportant que c'est en raison de nouveaux combats en Ukraine. Le roi Felipe d'Espagne devait organiser une réception pour M. Zelensky vendredi. Le leader ukrainien devait ensuite signer un accord de coopération bilatérale en matière de sécurité avec le Premier ministre portugais Pedro Sánchez. Un porte-parole du gouvernement portugais a déclaré que M. Zelensky avait annulé la visite mais n'a pas donné de raison, tandis que le gouvernement espagnol a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter pour des raisons de sécurité. Comme nous l'avons signalé, les troupes ukrainiennes restent surpassées par les forces russes. Hier, les parties ouest et nord de Vovchansk, dans la région de Kharkiv en Ukraine, sont tombées sous le contrôle des forces russes, selon l'agence de presse des Tatas.